bitch, and she don't give a fuck. She like that shit. When she pull up, everybody better dip. Goodbye like a long night. T'as vu? L'Afrique est de plus en plus présente dans les films d'animation et de dessins animés. UANU de Cartoon Network, La Team des Quatre de l'angolaise Malanga Mulandema, Kizazimoto de Disney+. Mais connais-tu le premier film d'animation africaine? Le père de l'animation africaine Mustapha Alassane, un Nigérien qui a réalisé le premier film d'animation du continent. Salut YouTube, salut les héroïnes et les héros. Je ne connaissais pas Mustapha Alassane et je trouve ça nul que nous puissions pas connaître les pères de nos arts en Afrique. Sans connaître notre histoire artistique, comment pouvons-nous nous inspirer de l'Afrique pour nos créations artistiques africaines? Est-ce qu'il existe une personne dans ce monde qui connaisse Mustapha Alassane? Une seule personne, Zambé, qui pourrait nous expliquer qui est ce virtuose? Hello, salut l'équipe Pakistan, le média Afro-Pop et Culture. Salut Kembo, salut Kim Hai. Oh, salut Axel, l'ingénieur béninois qui vit au pays du soleil levant et du manga. C'est aussi le scénariste de l'histoire de Raglan qui sortira dans le recueil de bandes dessinées africaines nommé Tama numéro 0. Et c'est aussi le scénariste d'un afro-manga qui sortira cette année, Destination Wangari. Destination Wangari, c'est un afro-manga ambitieux qui se déroule dans une uchronie où l'Afrique est une seule nation puissante et part à la conquête spatiale avec des femmes du continent. Mais bon, revenons à notre génie de l'animation africaine, Mustapha Alassane. Axel, tu le connais? Oui, je connais bien Mustapha Alassane. Je ne l'ai jamais rencontré, mais m'y connaissant plutôt bien l'animation africaine, j'ai fait mes devoirs et oui, je connais le père de l'animation africaine. Tu peux nous en dire plus sur Mustapha Alassane? Né en 1942, Mustapha Alassane est né à Ndougou et a habité à Tawa au Niger, une famille commerçante d'origine Yoruba. C'est lui qui réalisa le tout premier film d'animation en Afrique par un Africain. Était un certain Walter Elias Disney, avec une souris aux oreilles rondes. À la fin des années 1920, Mustapha Alassane introduit ainsi des personnages qui réapparaîtront dans d'autres de ses réalisations, des crapauds anthropomorphes. Des décennies avant la série française Kaelou du studio Cube Creative, les Batraciens étaient déjà des héros d'une œuvre d'animation, mais une œuvre d'animation vraiment précurseur. En effet, déjà à 23 ans, Mustapha Alassane réalise un court-métrage de 4 minutes, La mort du Ganji. Désolé Axel, je t'interromps une seconde pour rappeler cette petite anecdote aux gens qu'il faudrait savoir que dans sa jeunesse, Mustapha Alassane s'amusait à créer des sortes d'ombres chinoises pour amuser ses camarades de lui-même. Un jour, un soir, j'étais en train d'étudier mes leçons. Avec l'effet de la lampe, pendant que je bougeais, j'ai vu les hommes. J'ai dit, ah, ça c'est une belle chose ça. Et j'ai commencé à faire ça. Bon, les jeunes regardaient ça. Eux aussi ne connaissaient pas le cinéma, ils venaient regarder ça. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et je le faisais comme ça. On ne voyait que l'ombre chinois. Et je me faisais assister des fois pour pouvoir, au lieu de passer un seul dessin, on pouvait passer 2 dessins pour que ça donne l'impression que c'est des scènes, quoi. Cette œuvre n'a rien à envier au Steamboat Willie de Walt Disney, dans lequel apparaissait pour la première fois le personnage de Mickey Mouse. Une histoire d'héroïsme dans une société de crapauds inspirée des légendes ouest-africaines. Ce court-métrage fut distingué l'année suivant sa parution au Festival des Arts Nègres de Dakar de 1966. En 1966 toujours, Mustapha Alassane réalise son second court-métrage d'animation avec ses grenouilles crapauds. Cette fois-ci, dans une satire politique contemporaine. Bon voyage, Sim. Les tout premiers dessins animés africains, plus de 30 ans avant la sortie de Kirikou et la sorcière. Attends Axel, t'es pas un peu allé vite mon ami? Il faut rappeler comment Monsieur Alassane a pu s'initier au cinéma. Et surtout que de base, Mustapha Alassane, en fait, c'était qu'un mécanicien, un technicien dites-vous. C'est vrai. Et il faut savoir que c'est auprès de Jean Rouch que Mustapha Alassane s'initia au cinéma. Il débuta par des séances live d'ombres chinoises qu'il bricolait entièrement. Ces rencontres au Niger lui permit plus tard d'aller suivre une formation professionnelle dans le cinéma d'animation durant 1 an au Canada au début des années 1960. C'est par la suite qu'il réalise ses premiers courts-métrages animés de manière totalement innovante.
Il dessinait directement sur la pellicule. Il se tourne ensuite vers le stop motion dans les années 1970. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker la vidéo. À 30 likes, Axel reviendra sur la chaîne Waxan pour faire une partie 2 sur les films de Mustapha, Alassane et Kembo nous parlera de l'aspect social de ces films qu'il a auto-censurés. C'est vrai que le premier film d'animation africaine, La mort du Gandhi, a été autant censuré par le Nigérian de lui-même pour éviter de finir en prison. C'est pour cela que je pense que connaître le contexte socio-politique de l'époque est primordial pour mieux connaître l'art qui a été fait à ce moment-là et pourquoi cet art est sorti dans cette forme. Il faut souligner le contexte où Mustapha Alassane a commencé à faire ses films. Donc, on va parler de la colonisation française qui a frappé cette région officiellement en 1899. Même si les Occidentaux étaient déjà dans la région de l'Ouest Afrique du Niger bien avant. Le Niger obtient son indépendance uniquement en 1960 officiellement. C'est important pour moi de rappeler cette colonisation française parce qu'on le verra dans les travaux de Mustapha Alassane qui sont beaucoup empruntés de ce que j'ai appelé le cinéma colonial. Parce que Mustapha Alassane a puisé son héritage à la fois de son essence africaine, de ce qu'il apprend au quotidien, au jour le jour. Par exemple, quand il fait des ombres chinoises de lui-même, il écrit et raconte des histoires comme un griot. Il s'inspirait de son héritage ouest-africain. Mais pour ce qui est du cinéma, de la technique, il a dû apprendre de la part de colons français de l'époque. Il est né sous la colonisation française et a connu l'indépendance du Niger. Mais il faut rappeler que les réalisateurs français de l'époque, des débuts de Alassane, ont bénéficié des instances, des vestiges du système colonial français. Selon moi, le cinéma nigérian de la SNC, qui est le Centre national de la cinématographie du Niger, a beaucoup emprunté au cinéma colonial. Avant de vous expliquer pourquoi je pense cela, il faudrait que je vous explique qu'est-ce que le cinéma colonial. Pour cela, je me suis intéressé aux propos de l'historien marocain Saïd Tampa, qui disait: en France, le processus de désengagement demeure inenvisageable, car de façon générale, subsiste à peu près intact aussi bien le sentiment de la permanence de l'héritage légué par la conquête coloniale que la conscience de sa légitimité et de sa nécessité, ce qui fournit au cinéma académique l'occasion d'une renaissance non sans risque de glaciation. Après s'être quasiment interrompu, le cinéma colonial reprend le cours de ses tournages sur des lieux proches en Afrique du Nord, surtout où il retrouve ses manières de faire pour animer cette fois le spectacle d'aventures cosmopolites, de fables indigénisantes inspirées de traditions et folklorisées. Nous retrouvons dans les propos de Saïd Tampa que le cinéma colonial reprend ce que Edward Said appelait, par exemple sur les histoires du Moyen-Orient, l'orientalisme. Folklorisation. Le cinéma colonial est un cinéma qui mêle le divertissement, le reportage ethnographique dans un intérêt pseudo-scientifique, mais surtout il y a un attrait d'exotisme, d'un tourisme identitaire et aussi c'est pour mêler la propagande coloniale. Pourquoi je considère la CNC, l'Institut de cinéma de l'époque qui a aidé Mustapha Alassane à faire ses premiers films, comme une institut qui a fait du cinéma colonial à ses débuts? C'est parce qu'on retrouve Jean Rouch, l'ethnographe français et l'un de ceux qui a pris le cinéma nigérien à Mustapha Alassane. Arrivé en 1941 au Niger, il a été affecté pour construire des routes et des ponts. C'est à l'époque où, comme je vous l'ai dit, le Niger était une colonisation française. Donc sa présence, n'était pas un choix et il a fait partie de ces colonisateurs qui devaient permettre de rendre le Niger praticable pour les ethnographes et pour les colons de cette époque. J'étais à ce moment-là ingénieur des ponts et chaussées et je suis parti en Afrique pour être un bâtisseur d'empire. Ou un mainteneur d'empire. Non, c'est des bâtisseurs d'empire. Et je suis parti comme ingénieur au Niger. On m'a donné une subdivision de travaux publics et je bâtissais des routes et des ponts. Jean Rouch a très vite découvert la religion des Songhai, des habitants du Niger, et s'est intéressé à l'ethnographie. On voyait qu'il a un sentiment d'exotisme et qu'il voulait le combler. L'ethnographie et l'anthropologie ont souvent été utilisées dès leur début pour mieux connaître les pays dominés sous la colonisation
et leur population. Benoît L'Étoile, par exemple, dans l'anthropologie face au monde moderne, Malinowski et la rationalité de l'anthropologie et de l'administration rappelle que dans les écrits de Malinowski, que cet ethnographe britannique à l'époque voulait que les anthropologues aillent dans les pays colonisés faire des recherches de terrain car il pense que l'anthropologie pouvait aider le pouvoir colonial à mieux connaître les populations sur place et pouvoir mieux les diriger. C'est pour cela que le cinéma ethnographique de cette époque-là est à critiquer. On doit avoir aujourd'hui un regard critique dessus et ne pas être neutre. Cet ethnographe Jean Rouch, fan de cinéma, qui a malgré tout montré des amours pour l'Afrique, est venu avec une posture de colon en Afrique. Il a été par exemple un des proches de Marcel Griol. Marcel Griol qui est quelqu'un qui a profité lors de la mission Dakar-Djibouti pour voler de nombreux biens aux populations africaines qui sont aujourd'hui par exemple disponibles dans vos musées comme au musée du Quai Branly. Ceci, c'est pas des informations que je sors de moi-même, c'est Michel Léris qui l'explique, un des compagnons de la mission Dakar-Djibouti, comment Marcel Griol a fait pour récupérer tous ses biens et il a même menacé des gens sur place. Marcel Griol. Ce sont des modalités donc inconnues, elles sont floues. Il y a eu des vols, il y a eu donc des réquisitions par la force donc d'objets pendant donc, la mission Dakar-Djibouti. Alors cette contre-enquête révèle un peu tout cela. Alors vous parlez donc de contre-enquête, hein. Comment est-ce que vous avez eu accès aux informations pour étudier tout ça? Nous sommes partis également sur la base du livre de Michel Léris, L'Afrique fantôme, qui relate un peu donc le parcours de cette mission. Michel Léris qui s'est un peu rebellé, si je puis un peu... Il a eu certains remords après cette mission. Il a eu des remords au cours de la mission, pas après la mission, pendant la mission. C'est pour ça que j'ai un regard critique dessus. Jean Rouch fait partie un peu de ceux qui ont hérité de cette ethnographie, de ce cinéma. Et par la suite, ils l'ont donné à Mustapha Alassane. D'autres travailleurs du CNS, par exemple Serge Mouhoty, sont venus au Niger pour un service militaire. La présence française au Niger n'est pas là pour rien. C'est de la colonisation qui est resté à l'époque de Mustapha Alassane. Mustapha Alassane a donc appris d'eux, mais c'est aussi détourné d'eux. Ça veut dire qu'il a fait son propre cinéma pour critiquer, par exemple, les politiques mises en place par les Nigérians de l'époque. Pas pour dire que la France était meilleure, mais pour dire que, par exemple, dans la mort de Gandhi, nous avons toute l'histoire sur des grenouilles, nous avons l'histoire des fables qui a été reprise. Ça veut dire que pour ne pas représenter les humains, il va représenter des grenouilles. Mais ici, on comprend bien qu'il critique les pouvoirs politiques qui se font la guerre. Parce que au début de l'histoire, la reine, le roi grenouille part et les grenouilles se disputent le pouvoir. Ce qui va censurer, ça va être le meurtre du roi grenouille qui va revenir et qui va se faire tuer comme toute sa famille. Cette scène va être totalement censurée. Mais on voit par là que le cinéma de Mustapha Alassane est critique. D'ailleurs, il a fait des films live action où il va critiquer par exemple la soif de la richesse par une nouvelle classe moyenne qui commence à devenir et qui commence à avoir des vices, à accepter la corruption, le vol pour avoir les besoins que la société occidentale nous donne, donc l'argent, selon lui aussi les femmes. Et c'est cela qu'il va critiquer dans un autre de ses films. Beaucoup de personnes croient que le long métrage d'animation de Michel Oselo, Kirikou et la sorcière, est le premier dessin animé africain. Cette belle œuvre n'est pourtant qu'une réalisation entièrement européenne, avec un scénario imaginé par le réalisateur français qui s'était inspiré de son enfance vécue en Guinée-Conakry. Il s'avère pourtant que, tout comme Michel Oslo, mais des années avant ce dernier, Mustapha Alassane racontait des histoires en s'aidant de papier découpé. Le cinéma d'animation en volume, de la 3D en Afrique, bien avant Pixar. D'ailleurs, Mustapha Alassane a toujours essayé d'innover et de faire mieux que ses amis. Et celui qui m'aidait, il a profité de l'occasion un jour pour apprendre à faire la même chose. Et il le faisait. Alors j'ai réfléchi qu'il fallait faire autre chose pour voir qu'il ne pourra pas faire. Et c'est comme ça que j'ai pensé à la même chose, mais en couleur, quoi. L'animation par stop motion ressemble beaucoup à de la 3D réalisée graphiquement par ordinateur. D'ailleurs, les deux procédés font partie des techniques d'animation en volume. Et Mustapha Alassane passe à mettre dans l'animation en volume par stop motion. C'est ainsi qu'il réalise le film Samba le Grand, sorti en 1977. Une histoire épique et tragique,
toujours inspiré de légendes africaines. Cette fois-ci, sans les crapauds anthropomorphes. C'était tout à fait inédit à cette époque sur le continent et contemporain des tout premiers Hardman au Royaume-Uni. Par la suite, les crapauds anthropomorphes seront animés en volume dans le film sur fond de compétition sportive martiale traditionnelle Cocoa, sorti en 2001. Puis, vers la fin des années 2000, Mustapha Alassane se voulait répliquer ses prouesses dans l'animation assistée par ordinateur. Mais il ne parvenait pas à achever une telle œuvre avant son décès en 2015. Un cinéaste tel Steven Spielberg, Alassane était considéré comme un technicien par ses pairs. Mustapha Alassane était aussi un précurseur en matière de films en prise de vue réelle. Ces films, dès 1962, étaient à la fois empreints de tendresse et de conscientisation citoyenne. Il dépeignait les réalités de son milieu et de son temps. Le fait qu'il ait débuté en cinéaste indépendant, se finançant lui-même, lui donnait la liberté de dénoncer ou de dépeindre les tares des États africains nouvellement indépendants, aussi bien socialement que politiquement. À travers des films aussi bien traditionnels comme Tula ou le génie des eaux, que contemporains comme FVVA, toujours dans un cadre africain, comme le western qu'il réalisa, du western Joliba, des Cowboys, filmé au Niger. Le retour d'un aventurier, sorti en 1966, montre la créativité du jeune cinéaste qu'il était à l'époque. Pourtant, il ne disposait ni d'un studio de réalisation en production, ni de financement étatique. Il était porté par sa passion et son dévouement. Malheureusement, ses œuvres précurseurs, notamment dans l'animation, sont peu connues du public africain. Avant de finir cette vidéo, je voulais rappeler un peu l'héritage de Mustapha Alassane aujourd'hui. Le centre culturel franco-nigérian, qui a été ouvert en 1965, a été rebaptisé en 2006 le centre culturel franco-nigérien Jean Rousse, au l'honneur de l'ethnologue français qui, je vous en avais parlé, était un des anciens du cinéma nigérian. Mais vous savez que le Niger actuellement a coupé les ponts avec la France et, dans un élan souverainiste, a rebaptisé le centre culturel franco-nigérien en centre culturel Mustapha Alassane, pour rendre honneur à Mustapha Alassane qui est considéré comme maintenant le père du cinéma nigérien. Je trouve que c'est une belle initiative. Ils ont renommé pas mal de monuments en l'honneur de combattants panafricains et nigériens. Et dans cet élan, on voit que Mustapha Alassane, son nom restera dans l'histoire. Dites-vous que les armoiries du Niger sont la création de Mustapha Alassane. C'est-à-dire que la postérité, dans tous les cas, reconnaîtra le travail de Mustapha Alassane. Pour son dessin artistique aussi. Mais aussi, Mustapha Alassane a représenté le Niger à travers le monde en remportant plusieurs prix internationaux. L'Antilope d'argent dans le premier festival des arts à Dakar en 1966 pour son film d'animation La mort de Gandhi. Il a même participé au festival d'animation d'Annecy et a remporté un prix là-bas. Et il est considéré comme l'un des doyens de cette animation africaine. Aussi, c'est une information trop souvent oubliée, Mustapha Alassane est l'un des initiateurs du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ou communément appelé FESPACO, qui est l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique. Créé en 1969, il se déroule tous les 2 ans au Ouagadougou, la capitale Burkina Faso. Et Mustapha Alassane, comme d'habitude dans ses œuvres, il a participé au rayonnement du cinéma en Afrique. Il a été là-dedans. Il a aussi voulu créer des logiciels d'animation pour permettre à tous les Africains de créer des dessins animés à leur échelle. Sur cette information, je ne sais pas s'il l'a terminé ou pas, mais je pense que ça ne sera pas notre seul travail sur Mustapha Alassane. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'on fasse plus sur animation africaine et même sur Mustapha Alassane. Merci à toi Axel pour ton expertise et ta passion. C'est toi qui m'as fait connaître Mustapha Alassane et l'animation africaine, en tout cas sa jeunesse, c'est toi qui m'as permis de mieux la connaître. J'espère te revoir sur la chaîne et le média Waxan, le média d'Afropop Culture. Et t'as un petit mot pour la fin? Notre but avec cette première vidéo est de rendre hommage à Mustapha Alassane et à son héritage qu'il nous a transmis. N'hésitez pas à vous abonner au média Waxan, le média qui vous parle d'afro-manga et de films afro. Aussi,
Je voudrais vous parler du projet Destination Wangari, une bande dessinée qui parle de spatial et de féminisme. Donc si vous voulez suivre le projet, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram. Et aussi, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, Baounion de May Hair. Et c'est pas fini. J'ai un recueil de bandes dessinées Tahama écrit avec 5 autres auteurs africains, donc il sort très bientôt et veuillez s'il vous plaît l'acheter pour soutenir la communauté. Et je sais que sur le Media Waxan, on finit toujours avec un peace out. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Que tout le monde sache que Mustapha il est dans son petit coin là, plein de poussière. Hein, il fait quand même des films. Tu as vu là? On a travaillé. Regarde ça. Hier, c'est on a travaillé ici. Regarde, tape là. Il a plein de poussière là. Regarde. Chaque fois, il faut recommencer, nettoyer, tout ça là. Mais cela ne nous empêche pas de faire des films. On continue. On va continuer toujours à faire des films avec ça. Hein? Bref, du tout. Hein? Non. On réalise quelque chose pour que quelqu'un d'autre aille rêver avec. C'est tout. C'est extraordinaire ce que les enfants font. C'est beau.